Dans cette formation JavaScript, nous proposons de créer une application d'évaluation pour le web sous forme de quiz ou de QCM, soit de questionnaires à choix multiples. L'internaute clique sur le bouton Débuter pour démarrer l'évaluation. Il s'agit d'un test en anglais pour débutants. Le questionnaire est stocké dans un script externe, si bien qu'il est interchangeable à volonté. Selon la question qui apparaît dans le calque supérieur sur la page HTML, l'internaute a 4 possibilités au plus matérialisées dans les petits calques cliquables au milieu de la page. Au clic de l'internaute sur l'une des propositions, la réponse est récoltée par le code JavaScript et comparée avec la bonne proposition, mémorisée dans une variable publique. L'évaluation se déroule sur 10 interrogations à chaque clic. L'information sur les questions restantes se décrémente automatiquement et s'affiche en bas de la page web. Si une erreur est commise, le score est décrémenté et le résultat se met à jour au même endroit. À l'issue de la partie, lorsque les 10 questions sont atteintes, une variable booléenne est basculée pour empêcher de poursuivre la partie. L'internaute, s'il souhaite recommencer, doit cliquer sur le bouton Débuter, ce qui a pour effet de réinitialiser toutes les variables. Comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis une page web existante, offrant la structure de base du QCM. Vous pouvez le télécharger depuis le site bombash.fr. Après décompression du fichier téléchargé, vous obtenez le fichier de la page web principale à la racine, accompagné de ses ressources externes. Vous notez d'ailleurs dans le sous-dossier JS la présence du script externe, dont voici le code. Comme vous le remarquez, chaque question est associée à un numéro. Nous pourrons donc les générer aléatoirement. Il y en a 65. Et chaque question est accompagnée de ces 4 propositions ainsi que du numéro de la bonne réponse. Nous pourrons donc facilement découper ces informations pour les ranger dans un tableau de variables afin de les manipuler indépendamment. En ce qui concerne la page web principale, celle que nous avons démontrée juste en préambule de cette formation, vous notez la référence au script externe directement dans la section Aide de la page web. Sa fonction sera donc chargée en même temps que la page est chargée, si bien qu'elle sera reconnue et pourra être appelée par son nom en lui passant un numéro aléatoire afin de réceptionner l'une des questions avec ces 4 propositions, puisque à l'issue, cette fonction se charge de retourner la chaîne qui a été retranscrite par ce numéro. En bas de la structure HTML de la page web principale, vous notez l'imbrication des calques balises div permettant l'agencement du questionnaire. Ces calques sont reconnus fort logiquement par leur attribut ID pour pouvoir les piloter par le code. Nous notons par exemple la présence du calque question, celui de la question principale, et des 4 propositions nommées judicieusement avec un incrément rep1, rep2, rep3 et rep4. De même, vous constatez la présence des petites balises HTML qui vont permettre de consolider les statistiques, soit le score qui va se décrémenter à chaque erreur commise, ainsi que le nombre restant de questions à passer. Et puis, tout en bas de la page HTML, comme toujours, vous notez la présence d'un script externe avec des instructions qui sont déjà présentes et notamment la déclaration de variables publiques. Tout simplement parce que, ainsi, elles pourront stocker et porter leur valeur au-delà des bornes des fonctions que nous allons exploiter pour passer d'une question à une autre et ainsi pouvoir dérouler la partie. Il s'agira à chaque fois de mémoriser la bonne réponse pour la comparer au clic de l'internaute, de décrémenter le nombre de questions restantes, d'incrémenter le nombre d'erreurs pour mettre à jour le score au fur et à mesure qu'un mauvais choix est cliqué, de pouvoir stocker tous les nombres aléatoires sous forme d'une chaîne de texte afin de nous assurer de ne pas reproduire 2 fois le même nombre et donc de ne pas proposer 2 fois la même question. Par défaut, grâce à cette variable booléenne jouer égale false, la partie est bloquée tant que cet indicateur est à false. L'internaute a beau cliquer, il ne se produit rien.
Et puis, il y a deux fonctions, la fonction débuter et la fonction init. La première est tout simplement appelée par le bouton débuter. Elle a pour objectif et pour mission donc de réinitialiser les variables publiques, puisque nous débutons une nouvelle partie, de basculer la variable booléenne à true pour permettre effectivement à l'internaute désormais de cliquer, de réinitialiser par appel de la fonction init bien, les statistiques qui sont dans les calques respectifs restant et score en bas de la structure HTML. Et comme vous le remarquez, cette fonction débuter appelle la fonction suivante qui n'existe pas encore. C'est celle-là que nous allons devoir coder ensemble de manière à pouvoir à chaque clic ou à chaque début de partie proposer une nouvelle question avec ces 4 propositions et être capable en même temps de mémoriser la valeur numérique de la bonne réponse. Je vous propose donc que nous débutions l'implémentation de cette fonction suivante grâce au mot-clé function comme toujours et son nom tel que nous l'appelons suivant. Nous bornons tout de suite notre fonction pour être certain de ne pas omettre ce réglage à l'issue. Et puis, nous allons commencer par déclarer les variables nécessaires au traitement. La variable indice, nous l'utiliserons pour pouvoir passer en revue l'ensemble des calques qui sont nommés judicieusement avec un incrément rep1, rep2, rep3, rep4 afin de charger par le biais d'une boucle l'ensemble des 4 propositions afin d'optimiser le traitement. Nous allons déclarer une variable booléenne une fois encore, var test égale true. Cette variable est initialisée, nous l'initialisons à true par défaut car nous considérons d'entrée de jeu que le nombre aléatoire a déjà été généré jusqu'à preuve du contraire, de manière à pouvoir réaliser un traitement récursif qui basculera cette variable à false pour dire d'accord, ce nombre aléatoire est bien nouveau, nous pouvons donc l'exploiter pour questionner la fonction du script externe et réceptionner la question avec ses propositions. Et puis, fort logiquement, comme d'ailleurs nous l'avons fait à maintes reprises dans nos dernières formations JavaScript, nous déclarons une variable que nous nommons nbaléa. Sa mission sera bien sûr de pouvoir stocker le nombre aléatoire à générer. Avant de justement penser à générer ce nombre aléatoire, nous sommes dans la fonction suivante qui, comme son nom l'indique, a pour mission de proposer la question suivante avec ses propositions. Donc l'internaute doit pouvoir cliquer sur ces propositions, c'est-à-dire sur les calques correspondants. Faut-il encore que la fin de la partie ne soit pas atteinte lorsque la variable jouée sera basculée à false, cet indicateur devra empêcher que l'internaute puisse continuer de cliquer sur les propositions tant qu'il n'aura pas débuté une nouvelle partie. Donc, nous commençons par réaliser un test grâce à l'instruction conditionnelle if sur la variable booléenne jouée pour savoir double égalité si elle vaut toujours false. Si elle vaut toujours false ou si elle vaut de nouveau false, eh bien cela signifie que la partie est interrompue, return, instruction donc pour mettre fin à l'exécution du code, si bien que nous sortons des bornes de la fonction et que l'exécution du code est bien stoppée. Dans le cas contraire, qui se sous-entend, eh bien nous devons poursuivre l'exécution et commencer par générer un nombre aléatoire, mais comme nous le disions, en nous assurant que ce dernier n'a pas déjà été proposé pour que la même question n'apparaisse pas deux fois dans un même questionnaire. Nous allons donc répliquer une technique que nous avons déjà utilisée dans d'autres formations JavaScript, une boucle while qui va continuer de s'exécuter tant que la variable booléenne test que nous avons d'ailleurs initialisé à true. Pourquoi? Eh bien pour que justement ce traitement itératif puisse débuter, puisque c'est le premier test qui est posé. Il sous-entend, ou plutôt il veut dire littéralement que tant que cette variable vaut true, eh bien nous partons du principe que le nombre aléatoire a déjà été généré. Donc nous continuons, nous bouclons en reproduisant un nouveau nombre aléatoire jusqu'à ce que nous nous assurions, par comparaison, que ce dernier est bien un nouveau. Ce nombre aléatoire, nous devons le stocker dans la variable nbaléa que nous avons déclarée à cet effet. Souvenez-vous, c'est l'objet JavaScript mat avec un M majuscule. Je vous rappelle que JavaScript est sensible à la casse,
qui propose une méthode floor, cette méthode permettant d'arrondir la donnée qui lui est passée entre parenthèses à l'entier directement inférieur, car cet objet math que nous réutilisons en argument de la méthode floor propose une autre méthode qui se nomme random pour générer un nombre aléatoire de parenthèses. Elle n'attend aucun paramètre, mais c'est une méthode. Donc c'est ainsi que se signent les méthodes en langage de programmation. Elle retourne donc cette méthode random de l'objet math un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 1. Or nous voulons un nombre entier, qui plus est, compris entre 1 et 65. Donc, nous allons multiplier ce résultat par 65, si bien que vraisemblablement, désormais, nous allons générer un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 65, mais réel. Et comme la méthode floor l'arrondit à l'entier directement inférieur, en réalité, nous générons un nombre entre 0 et 64. Or, nous voulons un nombre entre 1 et 65, si bien qu'à ce résultat, nous ajoutons une unité et le tour est joué. Voilà donc l'instruction pour générer ce nombre aléatoire dans les bornes qui nous intéressent par rapport au questionnaire. Faut-il encore nous assurer désormais que ce nombre aléatoire n'existe pas déjà? Nous avons déclaré en variable publique une variable qui se nomme memNBAléa. Elle a pour mission de stocker dans une chaîne séparée par des tirets pour que nous puissions les atteindre explicitement tous les nombres aléatoires que nous allons proposer au fur et à mesure du questionnaire. Donc, nous allons tester dans cette chaîne si d'aventure, puisque la fonction suivante sera appelée à chaque clic sur l'une des propositions pendant le déroulement de la partie, si d'aventure donc ce nombre aléatoire n'est pas déjà présent dans cette chaîne, ce qui signifierait qu'il a déjà été proposé. Je vous rappelle, la méthode indexOf des chaînes de caractères en JavaScript, camel case ou en majuscule, eh bien, permet de trouver la position dans une chaîne de caractères, en l'occurrence même NBAléa, d'une occurrence qui lui est passée en paramètre. Cette occurrence, comme je vous le disais, et c'est ainsi que nous la réécrirons pour ensuite la mémoriser, c'est le nombre aléatoire qui est séparé des autres par des tirets. Donc nous concaténons avec le symbole plus, car JavaScript est souple, il sait additionner lorsqu'il s'agit de valeurs numériques et concaténer lorsqu'il reconnaît effectivement des variables de type texte. Nous testons la présence, ou plutôt nous cherchons la position de cette chaîne de caractères par rapport à ce nombre aléatoire dans notre chaîne qui les mémorise. Cette fonction indexOf, si elle trouve cette occurrence, renvoie une valeur numérique qui correspond à la position de cette occurrence trouvée. Dans le cas contraire, elle retourne la valeur -1. Donc, si elle retourne la valeur -1, eh bien, cela signifie que notre nombre aléatoire n'a pas été trouvé. Ou plutôt l'inverse, pardonnez-moi pour ce petit écart de langage. IndexOf renvoie donc fort logiquement -1 lorsqu'elle n'a pas trouvé, donc notre test supérieur à -1, eh bien, consiste à vérifier précisément que ce nombre aléatoire a été trouvé. Si elle renvoie 2, elle renvoie 3, elle renvoie 10, eh bien, ça veut dire que le nombre aléatoire est bien présent dans la chaîne. Dans ces conditions-là, puisqu'il est déjà présent, nous sommes dans notre boucle while qui continuera effectivement de tenter de générer un nouveau nombre tant qu'il n'est pas nouveau, eh bien nous devons tout simplement, puisqu'il existe déjà, dans la foulée, en générer un nouveau. Donc je me permets de copier et de coller l'instruction précédente. Dans le cas contraire, puisque effectivement le test a échoué, si le test a échoué, cela signifie que la valeur retournée par la méthode indexOf vaut -1 précisément. Si elle vaut -1, cela signifie que NBAléa n'a pas été trouvé, donc que le nombre aléatoire peut être validé et exploité. Nous commençons par basculer notre variable booléenne à false pour pouvoir sortir de la boucle while qui sinon continuerait tant qu'elle vaut true. Et dans la foulée, eh bien, nous allons tout simplement mémoriser ou plutôt concaténer notre nouveau nombre aléatoire dans notre chaîne même NBAléa qui sera testé avec ce nouveau nombre pour le prochain que nous générerons. C'est ainsi que nous pourrons savoir si nous avons déjà posé la question ou non, par copier-coller. Donc,
nous ajoutons ce nouveau nombre aléatoire que nous venons de générer dans la chaîne concaténée pour les autres tests par le biais de la boucle while. Et puis, eh bien, lorsque ce traitement récursif est terminé, donc en dehors des boucles de la boucle while, cela signifie que nous détenons désormais un nombre aléatoire qui n'a jamais été proposé. Cela signifie que nous devons l'exploiter. Et pour l'exploiter, nous allons tout simplement utiliser une variable qui va réceptionner la chaîne que va retourner la fonction question du script externe qui, je vous le rappelle, est chargé dans la section aide de notre page web principale. Pour ce faire, donc, je vous propose de déclarer à la volée une variable que nous allons appeler plutôt chaîne question. Elle sera ainsi d'autant plus explicite, chaîne question, à laquelle nous allons attribuer la valeur du questionnaire en retour issue de la fonction question, donc du script externe, à laquelle, telle qu'elle fonctionne, nous devons passer un numéro. Ce numéro, c'est ce nombre aléatoire que nous venons de générer, nouveau, compris entre 1 et 65, puisque dans cette fonction question, tous les questionnaires, indépendamment, sont repérés par ce numéro variant de 1 à 65. Dès lors, et à ce stade, donc, nous devrions avoir mémorisé dans notre variable chaîne question l'une des questions avec ces 4 propositions, ainsi d'ailleurs que le numéro de la bonne réponse. Nous pourrions donc réaliser un petit test à ce stade grâce à la fonction JavaScript alert pour nous assurer à chaque fois que nous allons réactualiser la page que nous sommes en mesure de réceptionner un questionnaire différent. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur dans notre page web, nous cliquons sur le bouton débuter après avoir rafraîchi la page, autant pour moi, bien entendu, puisque faut-il encore que notre navigateur ait connaissance des modifications que nous avons apportées, donc la touche F5 du clavier pour pouvoir la réactualiser, et vous constatez grâce à la fonction alerte que nous avons réceptionné une question à true, to the cinéma, avec les propositions et puis la bonne réponse, le numéro 2. Si nous réactualisions de nouveau notre page et que nous cliquions sur le bouton débuter, vous constatez qu'il s'agit bien d'une nouvelle question avec ses propositions associées et ainsi de suite. Donc la partie peut démarrer. Nous revenons dans notre code JavaScript entre les bornes de notre fonction suivante. Nous nous empressons de basculer en commentaire notre instruction alerte qui servait uniquement de test pour pouvoir nous assurer que jusque-là, tout fonctionnait comme nous le souhaitions. Il s'agit maintenant de pouvoir traiter cette chaîne de caractères, car la question, ces 4 propositions et la bonne réponse sont toutes reliées dans un même bloc textuel. Donc, nous allons déclarer une variable que nous allons nommer tab question. Elle doit se transformer en tableau de variables, comme nous l'avons appris à maintes reprises dans nos diverses formations, en découpant la variable chaîne question, celle que nous venons de réceptionner, sur le caractère remarquable, car je vous rappelle que dans notre script externe, chaque élément est séparé d'un autre par une étoile. Nous devons exploiter cette étoile grâce à la méthode JavaScript split sur une chaîne de texte qui permet de découper ces chaînes de caractères sur une occurrence spécifique qui lui est passée en paramètre, soit l'étoile, entre guillemets, simple cote, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un texte. Une fois que, effectivement, la méthode split a fait son œuvre, nous obtenons un tableau de variables pour lequel, dans chaque rangée, nous avons d'abord la question, puis la proposition 1, la proposition 2, la proposition 3, la proposition 4 et la bonne réponse. Donc, respectivement rangés aux indices 0, 1, 2, 3 et 4. Si bien que et même 5, je l'oublie, pour la bonne réponse. Si bien donc que nous allons pouvoir pointer sur ces indices de rangée de ce tableau de variables pour pouvoir réceptionner les différents éléments. Commençons par charger la question dans le calque qui est prévu à cet effet et qui se nomme, comme vous le remarquez, ID question. Vous le savez, car là encore, nous l'avons exploité à de nombreuses reprises, l'objet JavaScript Document propose une méthode qui se nomme getElementById et qui permet de pointer sur un élément HTML dont l'identifiant lui est passé en paramètre
et entre guillemets encore une fois, puisqu'il s'agit bien d'une information textuelle. GetElementById, nous récupérons l'élément HTML par son identifiant. Son identifiant est bien question. Et donc, grâce à cette méthode, camel case, je vous le rappelle, le E majuscule, le B majuscule, le I majuscule, cache-chameau, si cette casse n'est pas respectée, JavaScript ne comprendra pas la méthode. Grâce donc à cette méthode, nous pouvons accéder aux propriétés de cet élément HTML, de ce div qui se nomme question, et en l'occurrence celle qui nous intéresse ici se nomme innerText, nous la connaissons bien. Elle permet tout simplement d'accéder au contenu de ce calque nommé question que nous souhaitons affecter de la question rangée désormais dans le tableau de variables tab question à l'indice 0, c'est-à-dire le premier élément tel qu'il a été découpé par la méthode split, et donc ce sont les crochets qui permettent de définir l'indice que nous souhaitons questionner et réceptionner directement par le biais de cette variable. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur web que nous rafraîchissons par exemple avec la touche F5 du clavier, et constatez que notre QCM est en train de prendre forme. Au clic sur le bouton débuter, nous avons bien une question qui vient se greffer directement dans le calque supérieur. Il nous reste à pouvoir ici afficher les 4 propositions et récolter aussi la valeur de la bonne réponse pour à l'avenir la comparer avec le clic de l'internaute. Nous revenons donc dans notre éditeur HTML pour pouvoir, comme je vous le disais, par un traitement optimisé, charger les 4 propositions dans les calques respectifs nommés judicieusement avec un incrément rep1, rep2, rep3 et rep4. Pour ce faire, je vous propose donc d'exploiter une boucle for qui va nous permettre, grâce à la variable indice que nous avions déclarée à cet effet, de faire varier l'incrément en partant de la position 1 selon la syntaxe des boucles for en JavaScript, point virgule. Jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à ce que indice atteigne la valeur 4, donc inférieur ou égal à 4, de 1 à 4 donc, et à chaque passage, la variable indice sera exploitée pour pointer dans le tableau de variables, et surtout, à chaque passage, indice plus plus, selon la syntaxe JavaScript, nous n'oublions pas d'incrémenter notre variable de boucle. À chaque passage donc dans cette boucle, pour les 4 calques, eh bien nous devons de la même façon récupérer ou pointer plutôt grâce à la méthode getElementById sur le calque en question. Il va s'agir d'une concaténation. Chaque calque est nommé en préfixe avec une partie fixe qui est rep et qui est concaténée avec une partie variable, donc après les cotes, que nous allons associer à notre variable indice qui vaudra 1, puis 2, puis 3, puis 4. Nous allons donc bien pointer sur le calque rep1, rep2, rep3, rep4. Et à chaque fois, c'est une proposition différente qui doit être chargée dans ces calques respectifs. Eh bien, nous avons réceptionné la question à l'indice 0. Les réponses se trouvent aux indices 1, 2, 3, 4. Elles suivent donc l'incrémentation logique de notre boucle. Donc, nous pointons directement sur l'élément à récupérer, une fois encore, grâce à notre variable indice. Une ligne de code au lieu de 4, une structure beaucoup plus claire et beaucoup plus simple à exploiter. Et puis, spécifiquement, n'oublions pas de récolter aussi la valeur de notre bonne réponse. Je vous rappelle que nous avions déclaré une variable à cet effet, public bonneRep, pour pouvoir la comparer à tout instant avec le clic effectué par l'internaute. Dans cette variable donc, nous devons stocker l'information qui est située en dernière position après découpe. Il s'agit donc de l'indice 5 puisque nous partons de l'indice 0, la valeur de la bonne réponse. Souvenez-vous, dans le script externe, après les 4 propositions, il y a le numéro de la bonne réponse à comparer par rapport au clic de l'internaute. Nous allons enregistrer les modifications, revenir sur notre page web, la rafraîchir avec la touche F5 du clavier, cliquez sur le bouton débuter et nous constatons en effet, comme vous le remarquez, que les 4 propositions associées à la question qui est posée viennent bien se greffer dans les calques. En l'occurrence, le dernier est vide ici. Pourquoi? Eh bien parce que pour cette question, il n'y a que 3 propositions. Vous voyez que le souci, vraisemblablement qui n'en était pas un, est bien réglé puisque dans les autres cas, nous avons bien les 4 propositions. Ça arrive dans certains autres cas, vous le constaterez,
il y a des questions pour lesquelles seules 2 propositions sont offertes. Il va maintenant s'agir de pouvoir dérouler notre jeu, notre partie, notre évaluation. Et pour ce faire, nous avons besoin de créer une fonction validée. Cette fonction validée, eh bien, va tout simplement permettre de scruter le clic de l'internaute pour pouvoir comparer eh bien, la valeur transmise à celle de la bonne réponse. La valeur transmise est triviale à exploiter. 1, 2, 3, 4. Tout dépend effectivement du calque cliqué pour la comparer à la bonne réponse. Si effectivement elles correspondent, eh bien le nombre d'erreurs ne doit pas être incrémenté. Par contre, le nombre de questions doit être décrémenté avant de passer à la question suivante en appelant la fonction suivante. Donc, nous nous plaçons juste avant la fonction suivante, puisque dans l'enchaînement chronologique, ça paraît plus logique. Nous créons notre fonction validée qui doit nécessairement attendre un paramètre numérique. Quel est-il? Il s'agit du numéro correspondant au calque cliqué par l'internaute. Et c'est en fonction de ce numéro, nous bornons bien notre fonction validée avant de commencer à taper son code. C'est en fonction de ce numéro eh bien, que nous allons pouvoir effectuer la comparaison. Pour que cette fonction puisse s'exécuter, faut-il encore qu'elle soit appelée. Donc dans notre code HTML, comme vous le savez, pour chacun des éléments div, nous allons rajouter le gestionnaire d'événements onClick. OnClick, que se passe-t-il? Égal et entre guillemets, eh bien, nous appelons notre fonction validée avec le bon paramètre, 1 dans le premier cas, 2 dans le deuxième cas, 3 dans le deuxième cas et 4 enfin dans le dernier cas. Alors nous allons réaliser des copier-coller de manière à gagner du temps et remplacer tout simplement les valeurs numériques transmises en paramètres de la fonction pour pouvoir les exploiter dans la comparaison que doit réaliser notre fonction validée. La première chose que nous devons faire est de nous assurer, c'est un garde-fou, tiens d'ailleurs, plutôt que de reproduire le code, de nous assurer que la partie est bien en cours, c'est-à-dire que nous n'avons pas atteint la fin de l'évaluation, soit les 10 questions passées. Donc, eh bien, nous faisons exactement le même test avant d'initier les instructions qui vont permettre la comparaison et le traitement sur la variable jouée, à savoir si elle vaut false. Si elle vaut false, double égalité, selon la syntaxe JavaScript, return, qui permet de mettre fin à l'exécution. Et puis, dans la foulée, le premier test à réaliser consiste à comparer ce numRep, c'est-à-dire la valeur numérique transmise au clic sur l'un des calques, 1, 2, 3 ou 4, est-ce que cette valeur numérique est égale à la valeur que nous avons stockée dans notre variable bonneRep, vous savez, ce numéro qui est rapatrié avec le questionnaire et qui est situé en dernière position de la chaîne coupée. Nous avons inscrit les propositions dans l'ordre logique des calques, c'est pour ça que nous pouvons effectuer cette comparaison aussi simplement. Si le numéro cliqué est égal au numéro de la bonne réponse, ou plutôt ici vous voyez que c'est le test inverse, s'il est différent, eh bien à ce moment-là ça veut dire que l'internaute n'a pas répondu correctement, auquel cas nous devons incrémenter notre variable nberror. C'est elle qui permettra de mettre à jour les scores nberror++ selon la syntaxe JavaScript. N'oublions pas de la ponctuer par notre point-virgule qui va permettre à chaque fois qu'une erreur est comptabilisée de dire ça fait une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. Donc le score en partant de 10 passera à 9, puis à 8, puis à 7, etc. Dans le même temps, puisque nous avons vérifié que la partie était toujours en cours, eh bien, nous venons de répondre à une question. Nous allons donc passer à la suivante. Mais avant cela, eh bien, nous allons prendre soin d'incrémenter notre variable nbQuestion, de décrémenter cette fois, pardon, bien entendu, nous la décrémentons. Pourquoi? Parce que nous avons 10 questions au démarrage, et vous constatez que nous avons bien déclaré notre variable sur la valeur 10. Donc à chaque fois qu'une question est passée, il n'en reste plus que 9, puis 8, puis 7, etc. Donc nous devons décrémenter effectivement cette variable. Et bien sûr, avant d'appeler la fonction suivante, qui va se charger de générer un nouveau nombre aléatoire, de réceptionner lorsque c'est le cas
le nouveau questionnaire avec ses propositions et la bonne réponse pour les afficher dans les éléments HTML correspondants, eh bien, nous devons tout simplement nous assurer que, après décrémentation, nous ne sommes pas arrivés à la fin du questionnaire. En gros, un nouveau test s'impose. Est-ce que notre variable nbQuestion ne vaudrait pas par hasard 0? Si elle vaut 0, ça veut tout simplement dire qu'après le dernier clic, eh bien, nous avons répondu à la dernière question. Dans ces conditions, nous basculons cette fois notre variable jouée, notre variable booléenne qui permet de ceinturer la partie, c'est-à-dire eh bien, de la terminer, d'empêcher les nouveaux clics tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton débuter, jouer égale false. Et de fait, dans la foulée, nous pouvons appeler nos fonctions init, la première pour réinitialiser les scores, ou plutôt pour les actualiser en fonction de la décrémentation de la variable nbQuestion et de la réactualisation du score en fonction de l'incrémentation de nbError. Et elle peut appeler la fonction suivante, puisque si jouer vaut false, eh bien elle va tout simplement arrêter son traitement. Donc, nous ne prenons pas de risque à partir du moment où le code est effectivement bien pensé dans la chronologie. Si bien que, après ces différents tests, effectivement, nous appelons notre fonction init par son nom, ces deux parenthèses, bien sûr, elle ne demande aucun paramètre, et puis, dans la foulée, nous appelons notre fonction suivante avec ces deux parenthèses, elles non plus ne requièrent pas de paramètres, nous n'oublions pas de ponctuer par un point-virgule. Si nous résumons donc au clic de l'internaute sur l'un des calques, le numéro du calque lui est passé, si la partie est bien en cours, eh bien nous comparons ce numéro à la valeur de la bonne réponse. S'il diffère, nous incrémentons la variable nbError qui sera donc utilisée pour réactualiser les statistiques. Nous décrémentons le nombre de questions puisque nous venons de répondre à l'une des questions, les valider. Si justement ce nombre vaut 0, ça veut dire que nous avons passé les 10 questions, auquel cas nous bloquons la partie jouer false, et si bien que si nous appelons la fonction suivante et que jouer vaut false, eh bien la partie, ou plutôt l'évaluation, est terminée. Dans le cas contraire, un nouveau nombre aléatoire est généré, un nouveau questionnaire est proposé, etc. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre page web que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier. Lorsque nous cliquons sur le bouton débuter, une première question nous est posée. She's a good teacher, she teach well. Donc nous cliquons sur l'une des propositions, constatez effectivement que dans la foulée une nouvelle question est bien posée, que le nombre de questions restantes s'est bien mis à jour, pas le score, car la réponse était bonne. Un adjectif, donc un adjectif devrait être la bonne réponse à cette question. Constatez que la partie se déroule. Volontairement, nous allons quand même commettre quelques erreurs. Par exemple, ici, nous allons cliquer sur la proposition slim, qui n'était pas le bon choix. Constatez que instantanément l'internaute est sanctionné, puisque son score passe à 9. Il lui reste encore 6 questions à passer. Et puis, nous allons continuer de dérouler le questionnaire jusqu'à la fin pour voir ce qu'il en est, puisque nous devrions nous assurer qu'à l'issue de l'évaluation, que la partie est verrouillée, que l'internaute aura beau cliquer, mais qu'il ne se produira plus rien, puisqu'effectivement, il n'y a plus d'autres questions, comme nous avons atteint effectivement la dernière proposition, et vous remarquez que c'est bien le cas, grâce à notre variable booléenne jouée qui a basculé à false. Si l'internaute veut s'évaluer de nouveau, il clique sur le bouton débuter et c'est reparti puisque toutes les variables ont été réinitialisées comme vous le constatez. Effectivement, un nouveau tour est permis. Ce ne sont pas les mêmes questions que lors du questionnaire précédent grâce à cette génération aléatoire décidément précieuse dans de nombreux cas. Lorsque nous aborderons le PHP, eh bien, nous pourrons transmettre ces valeurs ou plutôt ces résultats à un code serveur afin de les archiver en base de données pour que eh bien, tous les résultats de tous les candidats puissent être comparés, puissent être restitués sur demande, par exemple sous forme d'un classement, et donc nous verrons ça ultérieurement. Voilà pour cette petite formation qui propose de construire relativement simplement, vous l'avez constaté, l'évaluation sous forme de QCM en JavaScript. Le code est vraiment très léger. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.